Le CFO qui maîtrise absolument tout, je pense qu'il n'existe pas. Est-ce qu'il y a une voie royale selon toi pour devenir DAF ? La réponse, elle est... Est-ce que tu es partisan de faire passer des tests psychologiques pour cerner le profil d'un candidat ? On a tous connu des personnes, des collaborateurs qui bossent très bien mais sont mal vus en interne, et d'autres qui font rien ou qui bossent pas bien mais sont bien vus en interne. Parce qu'ils ont... ils ont pas... Comment est-ce que je peux recruter un DAF si moi-même j'ai pas de compétences financières ? Combien de temps il faut se laisser à minima pour savoir si on est au bon endroit en tant que CFO et si on a recruté la bonne personne en tant que CEO ? Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Nerf de la guerre. Aujourd'hui, un épisode où on va parler de recrutement, enfin de RH, mais plus particulier de recrutement de profils financiers, en particulier de CFO. J'accueille dans cet épisode Calixte Bonnet, DRH au sein du cabinet InResidence. Bonjour François. Bonjour Calixte. Pour commencer, tout simplement, je vais te laisser te présenter. Avec plaisir. Je m'appelle Calixte. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans les ressources humaines. J'ai passé une dizaine d'années dans les grands comptes et une dizaine d'années en start-up. Et il y a 4 ans, on m'a donné l'opportunité de créer ma propre entreprise qui s'appelle donc InResidence, qui est un cabinet de conseil qui recrute des DRH expérimentés afin de les faire travailler ensemble dans une entreprise Opale pour répondre à des besoins clients. Et ce groupe fait partie du cabinet Wi-Fi, qui est un groupe dans le recrutement avec des marques comme Mobiskill, Virtuose ou Avisio, qui est spécialiste du recrutement depuis une quinzaine d'années. Ok, donc chez InResidence, vous faites DRH au sens large, donc du recrutement, mais pas que. Voilà, exactement. Ok, exactement. Tout à fait. Super. L'objectif aujourd'hui, comme je le disais en intro, c'est qu'on parle un peu de recrutement de profils financiers. Comme tu le sais, dans ce podcast, j'ai interviewé principalement jusqu'à maintenant des profils DAF, de PME, scale-up, start-up, aussi des DAF externalisés. On a eu profils experts comptables, avocats également. On est écouté par des DAF, on est écouté également par des DG qui cherchent à comprendre par quel bout prendre le sujet direction financière dans leur structure qui grossit et qui du coup doit être structurée de ce point de vue-là. Et donc on s'est dit en parlant ensemble que ça pourrait être super intéressant de faire un épisode axé sur le sujet du recrutement, à la fois pour aider les profils financiers à savoir comment aborder un poste de DAF, comment postuler, par quel angle le prendre, et puis aussi pour la partie direction générale ou même actionnariat d'une boîte, à savoir en fait par quel bout prendre le sujet du recrutement d'un profil financier, parce que souvent c'est le premier recrutement de l'équipe finance, c'est le DAF, et donc on ne sait pas forcément ce qu'il faut regarder pour ne pas se tromper. En préparant l'épisode et au fur et à mesure des interviews que j'ai pu faire dans ce podcast, je me suis rendu compte que les profils de DAF que je voyais, ils étaient hyper différents les uns des autres. J'en ai eu qui venaient du conseil, j'en ai vu qui venaient du M&A, j'ai vu des anciens experts comptables, d'autres qui venaient de plus grosses boîtes où vous avez fait du contrôle de gestion. Ma première question, où je rentre directement dans le vif du sujet, c'est est-ce qu'il y a une voie royale selon toi pour devenir DAF ? La réponse, elle est non. Il n'y a pas de voie royale parce que, comme tu l'as vu, il y a plein de profils différents dans les profils financiers et beaucoup sont en succès. Donc, ça serait trop beau qu'on dise il faut absolument faire les étapes ABC pour être en succès au poste de CFO. Il y a effectivement, un peu comme les ressources humaines d'ailleurs, plusieurs entrées possibles pour être CFO. Je pense que quand on est CFO d'une très grosse organisation, on peut même idéalement ne pas provenir de la finance pure et venir de métiers un peu connexes comme la direction générale ou ce genre de sujet. En revanche, quand on est dans une PME, voire une TPE, nécessairement le CFO, c'est avant tout un opérationnel, c'est quelqu'un qui fait, un doer, comme on dit dans le monde des startups. Et donc, il faut avoir au moins une expertise en finance. Moi, j'ai vu, pour simplifier vraiment de façon très schématique, les 2 grosses origines des CFO, des directeurs financiers. Premièrement, on a le directeur financier technicien, celui qui maîtrise les arcanes de la finance, donc plutôt côté comptabilité, audit, et donc là, soit il vient d'un cabinet d'expertise comptable, soit d'un Big Four ou même d'un Big Five, parce que maintenant on parle plutôt de Big Five. Et là, c'est vraiment le technicien, c'est l'expert.
Après, il faudra qu'il sache démontrer qu'il a les autres compétences pour être directeur financier, mais au moins à minima, il a ces compétences-là. Soit c'est plutôt un gestionnaire, et donc c'est quelqu'un qui va être dans le pilotage et la gestion. Et là, c'est des profils qui viennent du contrôle de gestion ou du FP&A, là encore un acronyme de start-upper, ou bien qui viennent des cabinets de banque d'affaires ou des cabinets de fonds, de private equity ou ce genre de sujet. Et là, c'est plutôt des gestionnaires. Et eux, ils vont devoir trouver des expertises au sein de leur équipe, interne ou externe, pour aller combler leurs différentes lacunes. Le CFO qui maîtrise absolument tout, je pense qu'il n'existe pas, parce que s'il existait, tout le monde se jetterait dessus. Voilà. Mais donc, les deux grandes branches, après, il y en a d'autres, hein, il peut y avoir des experts de l'expertise. Donc, j'ai connu un excellent CFO qui venait du cash. Vraiment, il était en charge de la collection dans un restaurant, pour les restaurants. Il collectionnait au sein du groupe La Fourchette l'argent des restaurateurs avant de devenir CFO. Donc, ça peut être de ces expertises-là, mais dans 95%, je pense que c'est vraiment les deux grandes branches. Ouais, donc ce que tu appelles le technicien, le gestionnaire. Si j'essaie de paraphraser, je m'y risque, c'est le technicien qui a plutôt un background compta, audit. Le gestionnaire, c'est quelqu'un qui a un background plutôt analyse financière, voire carrément stratégie dans certains cas. Ou contrôle de gestion, tu as cité le contrôle de gestion. Ok. Et est-ce que tu vois des tendances de certains types de profils qui vont plutôt coller à certains types de boîtes? Typiquement, est-ce qu'il y a un type de CFO qui va bien coller pour une boîte en LBO, un autre qui va plutôt bien coller pour une startup ou une scale-up qui cherche à lever des fonds rapidement? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien quel sûr. CFO pour quelle boîte? En fait, ça va dépendre premièrement de la culture de l'entreprise, parce que très souvent dans les PME, la finance est détenue par un des cofondateurs, jusqu'à ce que ça devienne plus sa priorité, ou alors trop gros et qu'ils doivent lâcher le bébé à quelqu'un d'après. Et donc, si jamais il y a une culture qui est très technicienne, nécessairement, on s'y retrouvera plus dans un métier de technicien. L'inverse est vrai aussi. Voilà. Et puis, souvent, le fondateur, il s'est lui-même épaulé du profil où il était moins fort. Donc, si jamais il n'est pas très fort en technicité, il a très souvent recruté sa première comptable ou son premier ADV pour gérer toute la partie facture, etc. Et donc, il va chercher un profil similaire au sien. Donc, premièrement, la culture de l'entreprise. Ensuite, plus que le mode de financement d'entreprise, LBO, levée de fonds, etc., c'est plutôt la technicité du métier. Ce n'est pas du tout les mêmes profils quand on a 10 factures par an parce qu'on ne travaille qu'avec des grands comptes, que quand, au contraire, on va gérer du cash de la main à la main, comme on disait dans le temps, au cul du camion, et qu'on a énormément de production de factures, de justificatifs. Ce n'est pas les mêmes profils si on est que en France que si on est à l'international, parce que la gestion, là pour le coup, c'est des sujets que je ne maîtrise pas du tout, mais des multidevises, des taux de change, etc., c'est des choses qui ne s'inventent pas. Et il y a des entreprises qui vont, pour le coup, comme notre groupe, qui vont mélanger plusieurs business models au sein de l'organisation. Et on a choisi, nous, un CFO qui avait travaillé avant en conseil, en DAF à temps partagé. Donc, il connaissait plein de modèles différents. Chez Wi-Fi, on a donc du transactionnel, un recrutement, on prend 25% et donc on facture en one shot. On a du freelance, donc on va facturer en TJ, mais on a un coût d'achat du freelance. Et on a ce qu'on appelle de la régie, donc on a des salariés qu'on détache, qu'on met à disposition. Alors, c'est juridiquement ni du détachement ni de la mise à disposition, mais en tout cas, qu'on met chez les gens. Et donc, c'est là aussi du TJM. Et ces trois business models qui n'ont rien à voir, il y a du récurrent, il y a du pas récurrent, il y a du taux de perte, il y en a, il n'y a pas de taux de perte. Enfin, voilà. Et donc là, il y a une vraie technicité qui est nécessaire pour le profil qui nous a rejoint. Et c'est pour ça qu'on avait choisi ce profil-là. Donc, pour résumer, plutôt culture et historique de l'entreprise et technicité de la partie financière de l'entreprise. Voilà. Et après, les entreprises qui sont en LBO, qui sont en levée de fonds, elles ont déjà passé une première étape. Et donc, nécessairement, elles vont aller chercher des profils en lien avec les demandes de leurs actionnaires. J'avais discuté avec une startup qui avait finalisé sa série B, 40-45 millions d'euros, donc quand même belle série B. C'était il y a 5 ans. C'était des belles séries B il y a 5 ans. Et en fait, le CFO sortait parce qu'ils allaient chercher un CFO pour la série C à 100-150 millions à l'international, et ce n'est pas les mêmes profils. Ouais. Mais dans ce genre de structure, la partie finance est déjà organisée. Il y a déjà des équipes, il y a déjà une culture financière, donc forcément, c'est plus les mêmes besoins. Ouais, complètement. Alors, tu as dit plein de trucs intéressants sur lesquels on va revenir au fur et à mesure, notamment le rôle des dirigeants fondateurs. J'ai envie qu'on passe un peu de temps là-dessus parce que c'est aussi pour eux qu'on enregistre ce genre
de contenu, savoir comment ils doivent se positionner par rapport à ça. Encore une fois, j'essaie de reformuler un peu ce que tu as dit. Le DAF, il peut intervenir sur différentes dimensions du métier de DAF, en tout cas avec alors, il est amené a priori à intervenir sur toutes les dimensions, hein, puisque par définition, il est directeur, donc il englobe l'ensemble du spectre, avec des pondérations différentes en fonction des boîtes, des niveaux de maturité et des enjeux du moment. Globalement, il y a une case qui va être gérer les rouages de la comptabilité, s'assurer que la comptabilité elle est produite en temps voulu et de la bonne manière. Il y a un deuxième aspect qui est lié à tout ce que tu évoquais. Est-ce que il y a des enjeux opérationnels? Tu as évoqué la facturation, le taux de change ou ce genre de choses. Donc que la fonction finance peut fluidifier ou à l'inverse mettre des bâtons dans les roues des process de l'entreprise. Et puis ensuite, il y a un troisième niveau qui est un aspect plus strat. Comment je vais me positionner en tant que DAF comme le bras droit des dirigeants sur les questions les plus stratégiques. Mm-hmm. Ok. Peut-être juste pour finir sur cette grosse intro sur les parcours qui peuvent t'amener à devenir DAF. Est-ce que, selon toi, si on imagine qu'on parle à des jeunes, des étudiants qui aspirent à devenir DAF un jour, est-ce que tu leur déconseillerais certains parcours qui pourraient être pièges selon toi? C'est risqué parce que j'ai pas envie de vexer qui que ce soit. Moi, je pense que la fonction de direction, c'est une fonction à forte valeur ajoutée. Donc, direction financière, mais pareil pour DRH ou direction marketing, ou etc. Et donc, nécessairement, il y a des choses indispensables dans ces fonctions-là, mais qui vont avoir moins de valeur ajoutée. On parle de la comptabilité. Je pense qu'on n'a jamais pris du temps pour remercier le comptable d'avoir enregistré les factures dans les bons comptes comptables et d'avoir produit un bilan juste. Ça fait partie de ces missions qui sont ingrates, comme la paye. On n'a jamais remercié la prestat de paye parce que la paye était juste. Comme le service client, personne n'appelle SFR pour dire merci, j'ai eu du réseau toute la journée, bonne journée. Ouais. Donc en fait, c'est des missions qui sont peut-être pas que négatives, mais qui gèrent beaucoup de négatifs et on ne voit que les problèmes. Et donc si jamais le but c'est d'être un directeur financier qui en fait est un comptable, bah, il aura moins de possibilités d'avoir de l'impact autour de la table du comité de direction, du COMEX, des actionnaires, puisqu'il ne sera vu que comme celui qui fait les bases œuvres ou des tâches à faible valeur ajoutée. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des tâches complexes, des tâches qui ont beaucoup d'impact, etc. Mais factuellement, la comptabilité, c'est quelque chose de plutôt derrière le rideau et qui a moins de valeur ajoutée que faire du contrôle de gestion. Donc, si jamais le but et l'étudiant, il a envie de se dire j'ai envie de participer à la stratégie d'une entreprise, j'ai envie d'être le business partner du fondateur ou du président, j'ai envie d'orienter l'entreprise dans une direction A ou dans une direction B, il vaut mieux qu'il aille quasiment dès le début sur des rôles qui sont plus en lien avec la gestion de l'entreprise, avec la stratégie. Donc, plutôt la banque d'affaires, plutôt les M&A, plutôt le contrôle de gestion, FP&A, etc. Donc, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut faire. En revanche, si jamais son but, c'est plutôt de se rassurer sur ses basiques, et là, ça vient aussi de l'historique, de l'histoire de chacun, hein, on a tous une histoire distincte, bah, de commencer par des fonctions très stables, la comptabilité, ça peut aussi permettre d'arriver vers l'autre. Mais moi, si j'avais 20 ans aujourd'hui, j'irais vers des fonctions de stratégie. Ouais, j'en ai pas loin de 20, hein, mais... D'autant plus dans un monde où c'est sûr qu'on n'arrête pas de le dire, hein, la production comptable pure et dure est en train de se commoditiser avec des outils, l'IA, etc. Et donc, le rôle du DAF va aujourd'hui bien au-delà. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être une distinction, même si parfois on confond les termes, entre le rôle du DAF et le rôle du RAF, responsable administratif et financier, ou responsable comptable, qui en général travaille dans l'équipe du DAF. Et c'est vrai que moi, je vois pas mal de PME où on a quelqu'un qui s'appelle DAF, mais qui, quand il me décrit ses missions, a plutôt des missions de RAF. De RAF, complètement. Ok, très clair. Maintenant, j'aimerais bien qu'on creuse, qu'on se mette du côté DAF, ou en tout cas profil financier, qui cherche à comprendre le rôle qu'il peut avoir en tant que DAF.
On l'a dit, concrètement, être DAF dans une société A ou être DAF dans une société B, ça peut être des métiers qui sont complètement différents. Si je reprends tes termes, ça peut être plutôt profil technicien, plutôt profil gestionnaire. Et j'imagine qu'il y a d'autres nuances qu'on pourra introduire. Concrètement, à tous les profils financiers qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut les aider à cerner ce qu'ils sont, eux? Est-ce que je suis plutôt technicien? Est-ce que je suis plutôt gestionnaire? Et du coup, comment est-ce que je dois me positionner par rapport à tout ça? Ouais. Il y a un test, donc je fais vraiment l'analogie en ressources humaines, puisque c'est des métiers assez similaires. Il y a beaucoup de technicité, mais aussi il y a beaucoup de valeur ajoutée dans la gestion et la stratégie. Et le test qu'on donne souvent à des profils plus juniors, c'est en cas de crise, qu'est-ce que font les gens? Et je le dis d'autant plus facilement que je fais partie de la première partie des gens où en cas de crise, je vais me conforter sur mes appuis et je vais me rassurer sur les choses que je connais. Et donc, ce qui est plus facile, c'est les choses pour moi qui sont rationnelles, un peu froides, limite comptable, 1 + 1 = 2, etc. Et donc, en cas de crise, je vais aller plutôt vers des tâches liées à l'administration du personnel, au process, à la configuration des outils, etc. Et le cas de crise, c'est pas nécessairement parce qu'il y a eu quelque chose de dramatique dans l'entreprise. Ça peut être aussi, on est moins bien dans sa carrière, moins bien dans sa vie personnelle, ou bien on a moins de motivation dans son travail. Et on a tous connu des journées où on n'est pas motivé. À ce moment-là, il y a des gens, dont je fais partie, qui vont faire des tâches assez chronophages, assez basiques, 1 + 1 = 2, pour ne pas trop réfléchir. C'est ce que j'appelle en cas de crise. Et il y a des gens qui, en cas de crise, ils vont au contraire chercher à s'évader, à aller chercher en dehors du cadre, à aller se former, à aller regarder des vidéos, pas sur Instagram, des vidéos d'apprentissage. Et donc, en mon sens, quand on fait ce test-là, la première partie, c'est plutôt des techniciens, des gens qui ont la maîtrise technique de leur domaine, de leur practice. Et la deuxième partie, c'est plutôt des gestionnaires, des gens qui sont moins intéressés par la technicité que par l'impact qu'ils vont avoir au quotidien. Et il n'y a pas de personne mieux ou moins bien que l'autre. Moi, je fais partie d'une catégorie de personnes, d'autres font partie de l'autre catégorie de personnes. Mais voilà, vraiment cette façon de se positionner en cas de difficulté, quoi. Ouais, ok. Et est-ce que, tu l'as dit et je voudrais revenir là-dessus, une manière de bien se positionner, c'est aussi de bien comprendre la culture de l'entreprise et en particulier la culture des fondateurs, puisqu'en général, tu arrives en tant que DAF, tu vas travailler, ton N + 1 va être l'un des 2 fondateurs. En général, c'est en tout cas le schéma type. Comment est-ce que je peux faire, entre guillemets, ma due deal sur le ou les fondateurs, je dis ça de manière positive, mais pour essayer de comprendre leur profil type et savoir si ça va matcher ou si à l'inverse ça va pas matcher avec mon profil de financier. C'est une réponse magique qui marche dans énormément de choses, c'est de poser la question, de se renseigner vis-à-vis du fondateur ou en tout cas de celui qui est censé être le N + 1, même si c'est un rôle qui est souvent avec plusieurs rattachements. Mais donc de savoir c'est quoi les attentes du CEO ou du président sur ce poste-là et qu'est-ce qu'il estime comme ayant de l'impact. Il y a une question que moi je pose toujours en clientèle cette fois-ci, c'est de dire si on se revoit au bout de 3 mois et de 6 mois et qu'on regarde ce qu'on a fait pour ce client-là, qu'est-ce qui fera que le client est satisfait et qu'il estime que la mission est réussie. Et très souvent, ça n'a rien à voir avec le brief de départ. On vient pour un sujet A, on pose cette question, il dit parce qu'on m'a réussi sur le sujet B. Je dis peut-être qu'en fait l'attente elle est d'un point de vue du sujet B. Et c'est aussi se mettre dans une démarche de relation plutôt commerciale, ce qui est dur pour des financiers, mais ce qui est dur pour des RH aussi, en se disant mon but c'est de réussir mon passage dans cette entreprise et donc de réussir ma relation commerciale vis-à-vis de mon N + 1 qui est purement subjective. On a tous connu des personnes, des collaborateurs qui bossent très bien mais sont mal vus en interne et d'autres où c'est vrai, qui bossent, qui font rien ou qui bossent pas bien mais sont bien vus en interne. Parce qu'ils ont, pour l'un ou pour l'autre, et ils ont pas cette relation commerciale qui permet d'aller chercher le besoin de l'autre et d'y répondre. Donc ça, c'est assez important d'aller percer ça. Et ensuite, deuxièmement, donc poser la question. Et deuxièmement, c'est de regarder ce qui existe dans l'entreprise. C'est sûr que si on va dans une entreprise où il y a énormément de choses qui sont déjà structurées, des tableaux de bord, une compta impec, que ce soit même le fondateur qui fasse la compta lui-même, etc., c'est plutôt un fondateur qui va avoir un profil technicien
À l'inverse, si tout a été externalisé et que le fondateur ne s'intéresse qu'au pilotage et à la gestion, bah, c'est plutôt un profil gestionnaire. Ouais. Ok. Justement, je veux bien qu'on creuse un peu ces deux cas de figure pour être très concret. On va avoir dans un cas un fondateur qui est plutôt financier, alors on va dire plus ou moins, mais qui en tout cas a des bases, qui comprend les bases de la compta, qu'est-ce que c'est un compte de résultat, comment je l'analyse, qui est, comme tu disais, peut avoir construit des dashboards. Et dans un autre cas, un dirigeant qui dit, je peux peut-être caricaturer, prendre des dirigeants dans l'univers, par exemple, B2C, retail. On va voir des dirigeants qui parfois vont complètement délaisser cette partie-là parce que juste ça les intéresse pas et qui pour autant ont des boîtes qui cartonnent. Quel type de CFO tu vas recommander dans le cas 1 et quel type tu vas recommander dans le cas 2? Bah, en fait, là aussi, ça serait trop beau s'il y avait la solution idéale. Je pense que les deux peuvent fonctionner parce que ça va dépendre aussi de ce que le patron, le fondateur, est prêt à lâcher. Ouais. Tu peux avoir des patrons qui sont très techniciens, qui comprennent le compte des résultats, le compte 641, etc., mais qui, à l'inverse, sont prêts à lâcher ça, justement parce qu'ils le connaissent. Et donc, ils auront plus de contrôle dessus, et qui seront en capacité de le lâcher plus facilement. Ouais. Et d'autres, à l'inverse, mais ils le maîtrisent, ils veulent pas le lâcher parce que ça leur permet de contrôler et de maîtriser l'entreprise. Donc, c'est très difficile de répondre parce que je pense que les deux sont possibles et envisageables. Ouais. Je comprends. Et c'est très dur d'être le premier directeur dans l'entreprise, directeur financier ou directeur RH, parce qu'il faut faire une place. Donc, dans l'idéal, on remplace quelqu'un, ou en tout cas, on remplace un rôle qui était présent. Ça peut arriver qu'on remplace le RAF ou qu'on vienne en plus du RAF. Ça veut dire qu'il y a déjà des choses qui ont été lâchées. Mais c'est vrai qu'une création pure de poste, le risque, c'est qu'au bout de X mois, ça ne fonctionne pas à cause de la personnalité du nouveau, hein, mais parce que le fondateur n'est pas prêt à lâcher ce qu'il aurait dû lâcher, quoi. Ouais. C'est horrible, hein, mais c'est comme ça. Et je me permets de vous interrompre quelques petites secondes dans votre écoute. Si ce podcast existe, c'est grâce à Figure qu'il produit. On a créé Figure en 2020 avec mon associé Geoffrey pour simplifier et automatiser la gestion de trésorerie des PME. Que vous soyez dirigeant ou financier, Figure devrait vous intéresser. Pour faire simple, l'objectif de Figure, c'est de vous donner une vision à 360 degrés sur votre situation financière. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui en matière de position de trésorerie? Comment est-ce que j'en suis arrivé là? C'est-à-dire comment est-ce que ma trésorerie a évolué sur les semaines et les mois passés? Et comment est-ce que je peux me projeter sur les semaines et les mois à venir en matière de position de trésorerie future. Donc pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va synchroniser automatiquement toutes vos données, comptables et bancaires, les agréger au sein d'une même plateforme, les traiter automatiquement pour automatiser tout ce qui peut l'être en matière de suivi et prévision de trésorerie et vous permettre d'intégrer vos propres prévisions grâce aux fonctionnalités intégrées. Alors je sais que vous adorez Excel et moi aussi honnêtement, mais sur un sujet comme la trésor, très sincèrement, Figure va bien plus loin et vous fera gagner un temps fou. Si vous voulez voir plus précisément comment Figure pourrait vous aider, je vous mets dans la description 2 liens. Un lien pour prendre rendez-vous avec moi pour que je vous fasse découvrir l'ensemble de la plateforme ou si vous préférez découvrir Figure tout seul tranquillement de votre côté, un lien vers une vidéo démo complète. Allez, je vous dérange pas plus longtemps et on reprend cet échange super intéressant. C'est une transition toute trouvée pour la section suivante que je voulais aborder. Si on se met plutôt maintenant dans la peau du CEO qui recrute justement, je suis CEO, j'ai développé ma boîte, je comprends que je commence à avoir besoin d'un DAF, mais je connais pas, j'ai pas encore cerné le profil dont j'avais besoin. Concrètement, quelles questions je dois me poser côté CEO pour ne pas me tromper? Là, ça nécessite peut-être de prendre un peu de temps en introspection avant de lancer le poste pour se dire qui je suis et qui arrivera à fonctionner avec moi. Parce que très souvent, on se lance dans un process de recrutement en se disant j'ai besoin de ça, je vais ça, et puis on affine avec les profils qu'on reçoit. Mais d'avoir un moment de réflexion, éventuellement d'échange avec d'autres pour essayer de cibler le bon profil, c'est assez important. Je pense qu'il est aussi important, c'est de voir quelles sont les lacunes de l'entreprise. Et donc, tu disais, il y a des très bons dirigeants qui ne pilotent que l'entreprise, mais qui sont incapables de sortir le compte résultat ou d'analyser un compte de résultat. Peut-être que d'orienter un CFO vers là, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Et l'inverse est vrai aussi. Il y en a qui sont très comptables dans leur analyse, mais qui ne sont pas capables d'avoir une gestion un peu stratégique
Donc, ouais, il n'y a pas de magie en relations humaines. Ça serait trop beau. Ouais, c'est ça qui crée la beauté de la Exactement, discipline. exactement. Non, mais je comprends. En gros, l'idée, c'est de réussir à se poser la question de qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire. Parmi ce que je sais faire, est-ce qu'il y a des choses que je suis prêt à lâcher? Et puis surtout, qu'est-ce que j'attends de cette nouvelle personne? Parce qu'en général, surtout sur un poste de DAF, de directeur, tu recrutes à la fois pour te soulager de certaines prérogatives qui étaient les tiennes auparavant, mais aussi pour te permettre d'aller plus loin. J'imagine que ça n'a pas de sens en tant que CEO de recruter un DAF si tu estimes que tu es en tout point meilleur que lui d'un point de vue finance. Ça peut arriver. Et ça arrive très souvent. Ouais. Sans tout voir de façon binaire, et encore que ça simplifie pas mal dans l'échange, mais tu vas avoir des fondateurs et des CEO qui ne recrutent que des gens qui sont meilleurs qu'eux. Parce qu'ils se disent que quitte à avoir quelqu'un autour de la table, qui plus est un directeur qui est bien payé, autant qu'il apporte quelque chose à l'entreprise. Ouais. Et donc, c'est des profils qui très souvent sont en paix avec eux-mêmes, sont très souvent coachés, rarement leur première expérience professionnelle, ils en sont souvent à 2 ou 3. Et en fait, ils ont aussi envie de moins faire les choses, de plus laisser faire. Et ensuite, il y a des profils qui vont ne recruter que des gens qui sont moins bons qu'eux pour avoir la maîtrise et le contrôle sur eux. Et c'est pas, encore une fois, il n'y a pas des profils qui sont mieux ou moins bien que les autres. C'est aussi savoir qui on va être en capacité de recruter autour de soi. Il y a un petit test que je fais souvent quand j'étais en entreprise, c'est à quel point un manager est en capacité de recruter quelqu'un qui est mieux payé que lui-même. Il y a des managers pour qui ça ne pose aucun problème. Limite, au contraire, parce qu'ils vont dire, ça veut dire que la personne elle est meilleure que moi, donc j'aurai moins à bosser, c'est lui qui va bosser. Ça ne veut pas dire que hiérarchiquement, etc., mais c'est vraiment ça. Et à l'américaine, là aussi, ça ne pose aucun problème, où limite les carrières techniciennes sont mieux vues que les carrières de management. Et encore en simplifiant, la nouvelle génération, dont je fais bien sûr partie, n'a plus envie de faire du management, mais plutôt envie de gérer sa propre vie et d'être technicien. Et il y a des profils qui, à l'inverse, ça va être hors de question, très statutaire, que nécessairement, ils vont avoir des gens qui sont moins bien payés. Il y a les petits malins qui vont accepter, et puis après qui vont dire, regarde, je ne peux pas être moins payé, donc j'ai besoin d'être augmenté. Bon, ça arrive, mais c'est assez rare. Dieu merci. Super intéressant. J'ai une question qu'on m'a déjà posée des CEO, c'est concrètement, comment est-ce que je peux recruter un DAF si moi-même, je n'ai pas de compétences financières? D'ailleurs, la question, elle est probablement plus générale que ça. Hein. Toi, tu recrutes pas que des DAF. Comment tu peux recruter un Head of Sales si tu n'es pas commercial à la base? Je pense que c'est la même chose. Là, en particulier, en pratique, comment est-ce que tu conseilles de procéder? Il y a deux compétences, des compétences de savoir-être et des compétences de savoir-faire. Le savoir, en tant que directeur, on estime que les personnes l'ont parce qu'elles ont été formées à l'école et elles l'ont. Donc, c'est vraiment savoir-faire et savoir-être. Le savoir-faire, si on ne l'a pas, donc on n'est pas capable d'évaluer l'autre. Par exemple, si on recrute un développeur Java J2S, je pense que ni toi ni moi, enfin, je ne sais pas toi d'ailleurs, mais est capable de valider la technicité d'un développeur Java J2S. Mais à ce moment-là, il faut savoir comment tester la compétence de ce développeur Java J2S, de ce financier ou de ce personne expert en cash ou qui a déjà fait un LBO, parce que aller valider la compétence d'un financier en LBO, elle est quand même dure, parce que déjà, je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement comment fonctionne un LBO. Et donc, d'aller chercher par de l'assessment, par de la mise en situation professionnelle, par un échange avec un expert du domaine. Ce qui était d'ailleurs la petite instant promo, mais à l'origine Avisio, qui s'est lancé il y a 5 ans, avait lancé ça sur cette idée qu'on allait assesser par des pairs, qu'on allait tester par des pairs des collaborateurs. Donc un CTO, a fortiori le fondateur, il n'est pas capable de gérer la compétence du CTO, on va le faire tester par un autre CTO, avoir un rapport complet, etc. Donc voilà, et ensuite le savoir-être, on peut penser naturellement qu'on a les compétences pour tester le savoir-être de quelqu'un, mais ce n'est pas le cas pour tout. Un CTO n'aura pas les compétences, c'est peut-être un peu grossier, mais dans l'idée, un CTO n'aura pas les compétences commerciales, et donc pour aller tester le savoir-être commercial, la façon de closer, la façon d'ouvrir une discussion, de répondre à des objections, etc. Et ça, de la même manière, il faut aller chercher l'expertise. Donc un bon CEO est capable de recruter n'importe qui, parce qu'en fait, il va asseoir le risque du recrutement sur des experts
Et il n'y a pas y a pas de formule magique sur le recrutement, mais il y a des entreprises qui ont moins d'erreurs de recrutement que d'autres. Et souvent, quand on creuse un peu dans les process, c'est parce qu'il y a des tests et des validations et des process qui permettent de minimiser les risques. Et au lieu d'avoir le taux de moyen de fin de période d'essai, c'est 13% en France, il y a des boîtes qui sont à 7, 8, 9% et des boîtes qui sont à 20%. Ouais. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Alors, sur la plupart des recrutements qu'on fait chez Figure, hors recrutement, non, on n'a pas encore d'équipe finance. On se fait aider par un expert. On a la chance d'avoir pas mal d'actionnaires, notamment spécialisés dans les différents métiers qui sont les nôtres, marketing, commercial, R&D. C'est une étape qu'on met systématiquement. Et à l'inverse, ça m'est arrivé plusieurs fois pour des connaissances qui recrutaient des profils DAF de faire passer des entretiens parce que le CEO avait un socle de base de compétences financières, mais il voulait quelqu'un qui était un peu plus spécialisé, qui avait vu passer aussi, à la fois d'un point de vue technique et qui avait vu passer plus de profils DAF devant lui pour avoir un deuxième avis un peu plus sectoriel et plutôt métier que sectoriel. Dernière question là-dessus sur le côté recrutement d'un point de vue CFO. C'est un sujet qui, je crois, peut faire un peu polémique, mais je suis curieux d'avoir ton avis sur est-ce que tu es partisan de faire passer des tests, type tests psychologiques pour cerner le profil d'un candidat, et notamment parce que c'est bien connu qu'il y a des profils psychologiques qui vont matcher avec d'autres et d'autres pairs qui vont... c'est couru d'avance que ça ne va pas fonctionner. Je pense notamment, pour expliciter, à des tests type MBTI ou moi c'est celui que je connais, il y en a probablement plein d'autres. Ouais, alors là j'ai un avis assez tranché. C'est pour moi pas l'outil qui est dangereux, c'est la façon de faire. C'est pas le marteau qui est pas bon, c'est le charpentier. Ouais. Et donc en matière de ces outils-là, il y a des personnes qui vont penser que c'est le Graal. C'est-à-dire que si jamais le test a dit que, nécessairement c'est que. Et qui vont en plus l'utiliser parce que ça a un coût. Des licences comme Assess First, comme MBTI, c'est quand même assez cher, et donc ils vont l'utiliser que pour des postes très stratégiques. Donc là déjà, on est en mon sens, ce qui n'est pas la bonne idée. En revanche, si jamais c'est un outil d'aide à la décision, comme le test technique, comme la mise en situation professionnelle, comme un certain nombre de sujets, comme la période d'essai, qui est un test en soi, à ce moment-là, ça peut être pertinent, mais il va falloir le dupliquer parce que l'avantage de ces tests-là, c'est de savoir qu'est-ce qui est derrière François, c'est quoi, c'est ce qu'il met en défaut, ses forces, ses faiblesses, etc. Mais c'est aussi de le voir en mouvement dans une équipe. Donc, c'est intéressant de le faire passer à l'équipe pour voir les avantages et les inconvénients. Quand j'ai commencé en start-up, c'est dans une entreprise britannique qui s'appelle, j'allais dire qui s'appelait, mais qui sont toujours là, qui s'appelle Photobox. On connaît plus les nouveaux acteurs de nos jours, mais en tout cas, Photobox, c'est quand même une boîte assez forte et qui faisait passer pour l'ensemble des collaborateurs un test qui s'appelle le PI, Predictive Index. Et c'était pas tant pour tester les collaborateurs, les nouveaux entrants, que pour un outil pour les managers pour dire voilà le nouveau collaborateur, voilà les probabilités de succès ou de pas succès, voilà comment ça va se passer dans l'équipe. Dans l'équipe, il y a tel profil avec qui ça a très bien matché, tel profil ça n'a pas bien marché. Donc c'était un outil de management et de réussite de l'onboarding. Et moi qui avais plutôt une vision très industrielle du poste, très le directeur d'usine qui décide et qui serre la main à la fin de l'entretien s'il recrute ou pas. Oui. En fait, j'ai découvert une façon différente de recruter. Et factuellement, c'était une boîte qui avait assez peu d'erreurs de période d'essai, qui recrutait très difficilement, mais qui avait assez peu d'erreurs de période d'essai. Donc voilà, c'est pas l'outil qui est pas bon, c'est le charpentier. Ouais. Oui, et puis en écoutant ta réponse, je me disais aussi que c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que un test comme ça, même si c'est en général fait de manière hyper rigoureuse, consciemment ou inconsciemment, ça peut être manipulé aussi. C'est-à-dire que quand tu remplis les questions, les réponses à un questionnaire MBTI, par exemple, tu sens où est-ce que le questionnaire essaie de t'orienter. Donc, en fait, tu sais que si tu veux à la fin atterrir dans telle ou telle case, tu as plutôt intérêt à donner tel ou tel type de réponse. Donc, ça dépend de l'esprit dans lequel tu fais. Évidemment, c'est plus intéressant pour tout le monde de le remplir de manière neutre parce que c'est ça qui fait que ça marchera ou pas à la fin. Maintenant, on est
quand on est dans le contexte d'un recrutement, on peut avoir des œillères, se dire de toute façon, je mets toutes les chances de mon côté pour maximiser mes chances d'avoir l'offre et donc je manipule entre guillemets mes réponses. C'est pas forcément maléfique de faire ça, mais c'est humain de se dire je vais essayer d'influencer les résultats plutôt dans un sens ou plutôt dans l'autre, je pense. Tout à fait d'accord avec toi. Ok. Est-ce que ce soit côté DAF ou côté CEO, il y a un red flag qui fait que selon toi, il ne faut pas y aller? C'est-à-dire le CEO, il voit tel élément chez le candidat DAF et il dit non, en fait, je ne peux pas y aller. Ou à l'inverse, côté DAF qui fait sa due deal sur la boîte ou sur le CEO, il se dit non, là, c'est sûr que ça ne va pas marcher, il vaut mieux que je passe mon tour. Côté CEO, je pense que le premier des red flags, c'est le lien culturel. C'est un rôle, mais d'ailleurs un peu comme le DRH, qui a un rôle tellement important et structurant dans l'entreprise, que ce soit une mise en place ou un renouvellement, que forcément, s'il y a un doute sur un fit culturel, ça ne peut pas fonctionner. Je parle d'un doute légitime, c'est pas je ne l'ai pas senti ou alors il était en t-shirt alors qu'il aurait dû être en chemise. Mais c'est plutôt sa façon de s'intégrer, les réussites qu'il a eues, la façon de répondre, la façon de répondre simplement à un problème complexe, ou l'inverse est vrai, complexe à un problème simple, et à voir de quelle manière ça s'intègre à l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose d'inévitable. Ce qui sera moins le cas sur des postes d'individuels contributeurs. C'est moins grave si jamais un comptable est moins dans la relation culturelle d'une entreprise. Un poste de leader, c'est juste impossible. Donc ça, c'est un truc important. Et ensuite, deuxièmement, c'est d'avoir un profil qui va ajouter quelque chose sans l'enlever. Donc, un profil CFO qui va complexifier ce qui fonctionne, c'est pas forcément quelqu'un qui va être utile à l'organisation. Très souvent, que ce soit une mise en place ou un remplacement, il y a déjà des choses et globalement ça fonctionne. Et les chevaliers servants, les chevaliers blancs qui disent avant c'était nul, je vais tout sauver, c'est pas forcément les bons profils aussi dans une organisation. Et je pense que de se laisser le temps, même dans des entreprises en forte croissance, où on demande des résultats au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, mais se laisser le temps de ne pas tout modifier dans un premier temps et d'apporter des pierres à l'édifice, d'avoir des profils qui sont en capacité de voir les trous dans la raquette rapidement. Ça, c'est les tests qui peuvent se faire aussi. Ça, c'est hyper utile. Et enfin, côté CEO, j'ai envie de dire que c'est le DRH, mais tout le monde sait que c'est le financier qui est le numéro 2 de l'entreprise vis-à-vis des actionnaires, des fonds, des banques, des LBO, etc. En interne, c'est plutôt le DRH, mais en externe, c'est plutôt le CFO. Et si jamais c'est un profil qui n'est pas attendu par les fonds, c'est pas la peine. J'ai travaillé dans une entreprise où le CFO qu'on a cherché et qu'on a trouvé, ça devait être quelqu'un qui était en capacité de convaincre des financiers et qui était en capacité de prendre la parole de façon limite sectaire, c'est-à-dire que les gens soient en capacité d'acheter ce qu'ils disent. Ouais. Et pour autant, le CEO était assez bon dans cet exercice-là, mais d'avoir ce binôme qui fonctionne bien. Ça, c'est une vraie plus-value. Si à l'inverse, c'est quelqu'un qui est technicien et pour grosso modo enfermé dans sa cave, ça ne va pas fonctionner vis-à-vis d'un profil externe. Voilà. Et côté CFO, les red flags, je pense que c'est des présidents qui sont pas en capacité de lâcher des sujets qui sont dans le prérogatif du CFO. Un président qui regarde tous les jours le cash et qui, à chaque fois qu'il y a une facture en retard, s'implique dans le sujet, c'est plus sa prérogative. Et donc, déjà, pour le CFO, ça va être insupportable. Mais en plus, pour l'entreprise, le CEO, le fondateur, ne fera pas ce qu'on attend de lui. Donc, il y aura un trou aussi quelque part. Donc, ça, c'est un truc important. Et puis, là, c'est valable pour tous les postes, pardon. C'est valable pour tous les postes, c'est de voir l'équipe qui est en place, quelle est la qualité de l'équipe, quel est le trou dans la raquette, est-ce qu'il n'y a pas que des profils techniciens parce que le président est un technicien et il n'y a pas besoin de gestionnaire, est-ce qu'il n'y a pas que des profils gestionnaires, enfin, d'essayer d'avoir une due diligence un peu de l'existant et de plus en plus, nous on voit dans le cabinet de recrutement là des candidats qui, avant de signer, disent « Ok, je veux rencontrer l'équipe ». Vraiment, c'est très assertif en disant « Je ne signerai pas tant que je n'ai pas rencontré l'équipe » parce que c'est quand même eux qui vont être amenés à gérer les pots cassés ou un peu les cadavres dans le placard. Donc, d'aller rencontrer l'équipe, de façon formelle ou informelle, forcément, ça permet de déminer aussi la situation.
c'est plutôt un bon signal, non? Enfin, je rebondis spécifiquement là-dessus. Demander à rencontrer l'équipe que tu es amené à manager ou à minima avec laquelle tu es amené à bosser. Enfin, je dirais même que plus que c'est un bon signal, à l'inverse, quelqu'un qui le demanderait pas, moi je trouverais ça plutôt inquiétant, non? Oui, oui. Moi, je suis d'accord je suis d'accord avec ton avis. Il y a des recruteurs ou des fondateurs qui pensent que c'est aussi une forme de faiblesse et que si jamais l'équipe fonctionne pas, de toute façon, c'est le rôle du leader de la changer, que la personne rejoint pas pour l'équipe, mais rejoint pour le projet. Enfin, bon, Ouais, je comprends. il y a aussi comme un verre, quoi. Tu l'éclaires de deux manières différentes, tu auras deux visions Ouais. du verre différents. Mais si jamais, là, c'était vraiment côté candidat, si un CFO a un doute, Ouais. autant aller confirmer avec l'équipe ou infirmer ce doute-là. Et quand bien même le président dira c'est un signe de faiblesse, bah tant pis, ça veut dire que c'était pas non plus la bonne organisation, quoi. C'est la bonne manière de tester le match, ces choses-là. En tout cas, moi, enfin, je fais le parallèle avec les recrutements qu'on fait chez Figure. Moi, la curiosité, notamment la curiosité intellectuelle des candidats envers ce qu'on fait chez Figure, c'est-à-dire par exemple, j'interviewe un candidat en marketing ou en sales et qui me pose aucune question sur le produit, la roadmap, etc. Gros red flag pour moi. Et c'est presque le critère le plus important pour moi, c'est quand je pose la question, est-ce que tu as des questions? S'il n'y en a pas, pour moi, c'est presque fin de l'entretien, quoi. Ok. Non, écoute, tu as dit plein de choses intéressantes sur comment essayer de se valider mutuellement. Ce que je retiens, c'est qu'il y a des choses qui peuvent se tester, se sentir au moment des entretiens. Je pense qu'il y en a pour lesquels, et c'est normal, tu dois attendre d'être en poste pour pouvoir le tester sur le terrain. Et c'est pour ça que la période d'essai a été inventée, j'imagine. Du coup, peut-être pour terminer, j'aimerais bien qu'on parle un peu de justement la prise de poste en elle-même, les premières semaines, les premiers mois. Comment, d'une manière générale, encore une fois, côté CEO, côté CFO, valider que tout se passe bien. Est-ce que tu as des conseils généraux à donner par rapport à ça? Et est-ce que, encore une fois, en particulier, il y a des red flags après une semaine, un mois, 3 mois qui font que, selon toi, il faut pas attendre plus longtemps avant de casser d'un côté ou de l'autre? Effectivement, la période d'essai est formidable pour ça et je connais trop de fondateurs qui ont du mal à se dire je vais tester et au pire je mettrai fin à la période d'essai. Alors même que c'est ce qu'on fait avec des prestats et des freelances. On se dit bah, de toute façon il est là pour 3 mois pour faire une tâche. Et d'avoir un peu plus de flexibilité dans le monde du travail, ça pourrait que aider. Je pense que c'est important de valider que le nouvel arrivant est dans le bon tempo de l'organisation. Quelqu'un qui vient d'un très grand groupe, qui est habitué à avoir des projets à 2-3 ans de déploiement de SAP et qui arrive dans une startup, bah, il faut être capable de voir s'il sait adapter son tempo. Quand je suis arrivé chez Photobox, non, c'était chez La Fourchette, bref, la DRH m'a demandé mon rapport d'étonnement après 3 semaines, alors que moi, j'avais encore à peine mis des idées en me disant que je le ferais au bout de 100 jours. Et je lui ai dit, mais en fait, je suis pas prêt. Ce que je vais te dire n'est pas pertinent. Elle m'a dit, d'accord, mais si tu attends 100 jours, ça ne le sera plus parce que la boîte change. Donc, c'était une belle claque dans ma tête de me dire, il faut que j'adapte mon tempo par rapport à la rapidité de l'entreprise ou par rapport à sa lenteur aussi. On arrive dans un grand groupe où c'est des projets très long terme. On ne peut pas vouloir tout changer tout de suite. Deuxièmement, c'est d'être en lien avec la façon de faire de l'organisation. Il y a des entreprises où on va attendre beaucoup de doueurs, des gens qui mettent la main à la pâte, qui font et qui... c'est plutôt culture, sans faire de raccourcis, mais culture à la française où il manque le comptable, on va remplacer le comptable. Versus des entreprises où chacun reste dans son couloir de nage. Je dois faire ce que je fais et s'il n'y a pas de comptable, je recrute un comptable ou j'externalise. J'ai vraiment découvert les Américains où ça ne sont quasiment que des experts et ça ne leur viendrait pas à l'idée de ne pas faire appel à un autre expert. Donc ça, c'est aussi s'adapter à la culture de l'entreprise, à la façon de faire de l'entreprise, l'organisation, ce genre de sujet. Et enfin, troisièmement, c'est au bout de je sais pas, 30 jours, 60 jours, 90 jours, quel est l'impact du directeur financier? C'est pas un comptable, c'est pas un contrôleur de gestion, c'est un directeur financier. Donc, quels sont ses résultats au bout de 30 jours, 60 jours, 90 jours?
et pas le fait qu'il ait refait les comptes comptables 641. J'ai l'impression de dire beaucoup de mal des comptables, c'est pas du tout le cas. Je vous aime, amis comptables. Mais un directeur financier, c'est quelqu'un qui doit vraiment avoir une plus-value autour de la table et une plus-value liée au business. Et donc, il doit être capable d'orienter l'entreprise en lien aux indicateurs financiers. Si par exemple, il y a un sujet de BFR, bah, nécessairement, il doit aller travailler avec les équipes commerciales ou avec les équipes produits pour travailler ce sujet BFR. On pourrait donner 1000 exemples, mais quelqu'un qui a un impact fort, quoi. Quelqu'un qui a juste un problème BFR et qui va négocier à la banque une dette bancaire, c'est une bonne solution, mais le président, il peut le faire, ça. Ouais. Alors fixer des... Parce que là, ce que tu dis, c'est fixer des KPI et moi, en tant que CEO, j'adore parce que c'est un indicateur qui est mesurable et objectif, qui peut pas être contesté. Tout à l'heure, début de notre échange, on disait que en fonction du périmètre du poste, le job de CFO pouvait être un peu compta, un peu process et un peu strat, si je recaricature. Fixer des KPI, ça marche pour tout ce qui est process. Je reprends ton exemple du BFR, ça peut être rehausser le niveau de cash, réduire les délais d'encaissement client, diminuer les frais compés sur le multidevise. Voilà, je disais, il y a plein d'exemples. Si on parle de process comptable, enfin de production comptable ou de posture un peu plus stratégique aux côtés des dirigeants, c'est quand même plus difficile de fixer des KPI dans le dur, non ? Oui, c'est toujours plus dur quand c'est subjectif. Mais sur l'exemple du BFR, on peut réfléchir aux produits, on peut réfléchir aux clients, on peut réfléchir à énormément de choses qui font que c'est pas seulement un sujet financier, en fait, le sujet du BFR. Peut-être qu'on peut aller chercher des solutions un peu différentes pour régler ce sujet du BFR. Ouais. Voilà, je prends l'exemple de la fourchette, par exemple. La fourchette, donc les restaurateurs payent après la réservation. C'est 2 € par couvert. Enfin, ça a probablement un peu augmenté depuis, mais à l'époque, c'était ça. Et donc, la fourchette attend tous les mois, tous les 3 mois, selon les clients, qu'il y ait eu les réservations pour se faire encaisser. Les Américains, on paye en amont. On paye un forfait en amont de couvert et c'est comme ça qu'on fait l'encaissement. Donc, nécessairement, il y en a un où il y a du BFR, il y en a un où il y a du BFR, mais positivement, quoi. Ouais. Il y en a dans tous les sens. Et donc, c'est vraiment une réflexion produit et pas une réflexion purement financière. Ouais. Si tu veux, le financier aurait plutôt tendance à réfléchir sur comment faire pour mieux encaisser les clients, faire de la facturage, de la dette bancaire, etc. Et l'autre va penser produit en se disant, attends, en fait, il faut plutôt réfléchir différemment, faire du couponing, du stock ou ce genre de sujet pour réfléchir différemment. Et ça, tu ne peux pas mettre un KPI sur une solution que tu n'as pas, parce que si tu l'avais eu, tu l'aurais déjà mis en place, quoi. Oui. Voilà, faut vraiment être idiot pour ça. Mais en fait, ça fait partie des attentes du financier, c'est d'avoir de l'impact sur l'organisation, d'avoir de l'impact dans le produit, de ne pas rester dans son précaré qui est la finance. Sinon, à ce moment-là, c'est des exécutants, des individuels contributeurs qui sont là pour faire, alors qu'un financier, un directeur financier, il est là pour avoir de l'impact autour de la table. Donc, un des KPI peut être mis en place, c'est un retour de l'ensemble du comité de direction sur ce financier. Et le retour, il est quel a été l'impact au quotidien vis-à-vis de mes équipes, quelle a été la relation, quel a été le financier. Tu l'as dit, tout à l'heure, tu as utilisé le bloqueur, ou je ne sais plus quel est le terme, mais financier, ça peut être un sacré casse-pied dans l'organisation. Comme un DRH d'ailleurs. Ouais. Un DRH, ça peut être un sacré casse-pied. Mais si jamais ça devient un outil de performance, un outil de business, un outil de développement, voilà, l'entreprise, elle est sur des bien meilleurs rails que sur l'autre scénario. Parfois, tu as des projets de grande ampleur, des projets qui, du coup, vont s'étaler sur assez longtemps. Tu donnais un exemple tout à l'heure sur lequel je vais rebondir, qui est une scale-up qui avait levé 40 ou 45 millions, qui a voulu, du coup, changer malgré tout de CFO pour aller chercher une série C à 150 millions. Bon, on sait que c'est pas le genre d'opération qui se fait en quelques semaines, sauf exception. Voilà, ça peut arriver. Sauf dans l'IA. Voilà, maintenant. Mais globalement, et plus réalistiquement, ce qu'on voit quand on parle à des CFO, c'est qu'une opération comme ça peut prendre 6, 12 mois, voire plus. Du coup, le CFO qui a été recruté pour ça,
comment tu fais pour l'évaluer à court terme, c'est-à-dire dans le temps de sa période d'essai? Ouais, évidemment, il ne fait pas que ça, mais c'est quand même sa mission principale. Sur la feuille de route, parce que pour aller chercher une telle somme rapidement, enfin à horizon, je sais pas, 12 ou 24 mois, c'est pas à horizon 10 ans, hein, c'est 12 ou 24 mois, bah, quelqu'un qui l'a déjà fait, il sait ce qu'il faut mettre en place pour aller le chercher. Donc c'est quelqu'un qui va être capable de comprendre très rapidement les ratios de l'entreprise, les ratios attendus par les financeurs, pour dire, bah, on a, j'en sais rien, 2 millions de GMV, et on doit aller chercher 4, comment est-ce qu'on fait pour y aller? Voilà la feuille de route. On a, je sais pas, un taux de reconduction client de X, il faut aller Y. On a un CAC sur LTV. On a tous ces KPI de financiers. Mais si jamais il les connaît, il est capable aussi derrière de penser la feuille de route. Et effectivement, ce qui fera la validation ou pas de ce profil-là, c'est est-ce qu'il a eu la levée. Après, dans quelles conditions, etc. Mais en tout cas, est-ce que la levée a eu lieu? Mais avant, parce que si jamais il ne l'a pas, c'est un échec pour lui, mais c'est surtout un échec pour l'entreprise qui peut aller au tapis. Donc, c'est aussi se rendre compte sur est-ce qu'on est sur la bonne route et de mettre des marqueurs en disant, bah, déjà, plan d'action, est-ce qu'on a les bons ratios, est-ce que ça correspond aux investisseurs, est-ce qu'il a le lien avec ces investisseurs-là. Je pense malgré tout qu'on peut, de façon peut-être un peu plus subjective, avoir des ratios et des indicateurs concrets pour ce genre de situation. Ouais. Ok. J'ai encore 2-3 questions très pratico-pratiques pour continuer à rentrer dans le concret. Ça peut arriver quand tu arrives sur un poste de direction financière qui est déjà une équipe en place parce que le CEO a recruté par exemple un RAF ou un responsable comptable pour internaliser la compta sans pour autant l'avoir fait en ayant recruté un DAF initialement. Du coup, ça peut arriver, c'est fréquent de voir des CFO qui arrivent et qui doivent prendre la direction d'une équipe qui est déjà en place, dont les process tournent déjà. Ma question, elle est un peu bateau, mais c'est comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des conseils à donner à ces CFO-là pour se faire bien recevoir, pas brusquer les choses, parce que c'est évident que c'est pas une posture facile d'arriver et de prendre la tête d'une équipe chez des gens qui sont là potentiellement depuis des années et qui ne sont pas attendus pour faire leur travail, quoi. C'est hyper dur et c'est, je pense, la pire des situations parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui étaient le N-1 du fondateur et donc qui avaient accès à beaucoup de choses. Et l'arrivée de cet intermédiaire fait qu'ils vont perdre du savoir, de l'information ou une forme de pouvoir. Donc, c'est hyper dur. Je pense que la première des choses à faire, c'est avoir du courage. Et si jamais la personne n'est pas en capacité d'avoir cet intermédiaire, elle ne pourra pas rester. Ça sera un frein sur du long terme et c'est pas grave. En fait, qu'un collaborateur quitte une entreprise après X années, ça se valorise, ça se fidélise, ça s'organise. Voilà. Surtout dans ces profils qui gèrent énormément de choses. Et donc, de fait, on a peur de les perdre parce qu'on a peur de perdre le savoir. Mais ça s'organise, ça se planifie, ça se prépare. Donc, vraiment du courage et beaucoup, je trouve, vont avoir tendance à se dire ça va le faire avec le temps, je vais l'accompagner, je vais l'aider, etc. Bon, je pense que dans une entreprise en croissance, on n'a pas de temps à perdre et donc nécessairement le temps perdu est du temps perdu. Merci. Donc voilà, du courage. Et ensuite, deuxièmement, c'est essayer d'être un peu malin et de vite estimer qu'est-ce qui était important pour ce profil-là, pour ce collaborateur ou ses collaborateurs. Donc certains, ça va être le lien direct avec les fondateurs. Parce que c'est valorisant, parce que etc. Bah ça, aucun intérêt de le couper. Au contraire, il faut le renforcer, il faut remettre en avant la personne, etc. Et essayer de se trouver un peu différemment dans l'organisation. Certains, ça va être l'information, parce qu'ils avaient accès à la trésorerie, ils avaient accès au salaire, ils avaient accès à un certain nombre de sujets. Bah ça, du coup, il faut le garder, parce que pour beaucoup, l'information, c'est le pouvoir. Certains, c'était la relation avec les opérationnels, parce que la personne était en charge de l'encaissement, était en charge des factures, et donc, c'est pas la peine de tout changer d'un coup. Et surtout de trouver le sujet qui, pour le profil, était intéressant et de le conserver. Parce que de toute façon, quand on arrive dans un poste, on a 1000 choses à faire. Et donc, si jamais sur les 1000, le collaborateur dans l'équipe, il adore 3 des 1000 choses, bah, c'est pas la peine d'aller lui prendre ces 3 choses. Enfin, 997 à faire, bah, faisons, tant mieux, il y en a 3 qui sont sous contrôle, faisons le reste. Et même si les 3 sont pas parfaites, ça fonctionnait avant. Donc, de fait, ça peut encore fonctionner 3, 6, 12 mois, le temps de s'occuper des 997 autres et de changer les 3. Donc voilà, c'est vraiment d'estimer les points importants. Et c'est des choses, en RH, on a beaucoup sur des profils d'office manager qui étaient en lien avec les fondateurs et qui se retrouvent N-1, N-2, N-3.
c'est assez dur. L'avantage, c'est que les office managers restent en contact avec les collaborateurs et c'est souvent ce qui les intéresse le plus. Donc, là, ça va. Mais c'est une situation très dure. Très, très dure. Ouais, et puis, comme tu disais tout à l'heure, d'une manière générale, il faut toujours se méfier de la posture chevalier blanc, j'arrive et je vais tout révolutionner. Dès le jour 1, il y a une période à minima d'observation ou de transition en douceur qui doit s'opérer. Et je pense que, comme tu l'as dit, il faut prendre ce temps de comprendre ce qui est important et quels sont les sujets sur lesquels la personne attend de l'exposition ou de la reconnaissance. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a des rituels, des bonnes pratiques à mettre en place dès le jour 1 en termes de collaboration entre le DAF et le CEO? Des daily, des weekly, des scorecards. Je pense que, alors ça dépend encore de la taille de l'entreprise, etc. Mais c'est pas des profils qui se managent, donc je parle des CFO, des profils qui se managent de façon très directive et autocratique, etc. Donc il faut avoir une forme d'autonomie. Donc déjà le daily, je pense que ça n'est pas une bonne idée. Peut-être avoir un rituel assez rapproché, au moins à minima, pour contrôler la période d'essai des CEO. Et aussi côté financier, ne pas harceler de questions toutes les 5 minutes le fondateur parce qu'on n'a pas l'info, donc on l'a cherché. Au moins, ce sont des points, je sais pas, toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça peut aussi aider à regrouper les sujets. Et après, je pense qu'il y a 2 rituels qui sont intéressants à mettre en place quand on est en plus en rythme de croisière. Il y a un rituel qui va être plutôt pour gérer la partie technique du métier. Donc voilà ce qui a été fait, voilà l'état comptable, voilà on a tel problème sur Trésor, où est-ce qu'on a de la levée le fonds, etc. Et là qui peut être fait limite pas forcément avec le fondateur, mais voilà. Et ensuite deuxièmement c'est plutôt une étape managériale dans les 2 sens, on oublie trop souvent qu'il faut également manager son manager pour aller s'assurer que la direction qu'on a prise est bien celle qui est attendue, qu'on a bien la satisfaction des collaborateurs, que le CEO est bien content de ce qu'on fait. Voilà. Mais ça, c'est des échanges qui peuvent être un peu plus longues, sans forcément attendre les process RH d'entretien annuel ou ce genre de choses, de s'assurer qu'il y a une forme d'alignement, parce que c'est un binôme ou un trinôme, si jamais il y a 2 cofondateurs, mais parce que c'est en tout cas une relation privilégiée. Et si jamais il y a une fracture dans cette relation privilégiée, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer. Ok, super clair. Peut-être dernière question, c'est combien de temps il faut se laisser à minima, encore une fois, d'un côté ou de l'autre, pour savoir si on est au bon endroit en tant que CFO et si on a recruté la bonne personne en tant que CEO. Est-ce que tu es plutôt partisan de dès qu'il y a un doute, il faut arracher le pansement, même si ça fait mal, ou est-ce que tu te dis sur un poste de direction, en particulier de direction financière, il faut faire confiance au recrutement qu'on a fait et se laisser minimum X mois? Il y a une phrase en RH qui dit, enfin pas que en RH, mais on l'utilise beaucoup en RH, qui quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et donc, moi, je serais d'avis d'aller plutôt trop vite que trop lentement. Parce que dans une entreprise, et peut-être un peu plus dans une entreprise en croissance, mais même dans toutes les entreprises, il vaut mieux une mauvaise décision, en tout cas, je trouve ça une mauvaise décision que pas de décision. Parce qu'au moins, la mauvaise décision, elle permet d'avancer, de réajuster. Alors que la pas de décision, on verra plus tard, ça peut faire pourrir une situation, avoir des effets de bord qui sont bien plus importants. Après, une décision, ça se prépare, ça s'organise, ça se pilote. Et si le président sait qu'il va arrêter la période d'essai, il a pris sa décision, il n'est pas obligé d'enclencher immédiatement. Il peut mettre en place des plans d'action, des recrutements anonymes ou confidentiels, pardon. Voilà, mais ouais, je trouve qu'on a trop tendance à attendre pour laisser sa chance au produit, et d'autant plus sur un rôle de direction qui peut être vraiment catastrophique en interne. Ouais. Comme tu dis, Zé, tout à l'heure, il faut savoir faire preuve de courage, je pense, notamment sur ces sujets-là. On pourrait en faire un podcast entier. Le courage du CFO, le courage du CEO. Ouais, c'est clair. Calix, merci beaucoup. C'était hyper riche. Je pense qu'on s'est dit plein de choses. Enfin, tu m'as dit plein de choses. Plein de conseils qui, j'en suis sûr, seront super utiles à la fois à des financiers qui aspirent à des postes de CFO ou qui le sont déjà et qui envisagent d'une manière ou d'une autre d'évoluer dans leur carrière,
Également côté CEO ou même, comme je disais tout à l'heure, actionnaires qui veulent bien recruter leur CFO. Donc, merci beaucoup d'être venu nous partager tous tes secrets. Eh bien, merci de m'avoir écouté. À bientôt. À bientôt. Ouais.